Mes chers amis, bien bonjour. Au mois de mars 2023, la série franco-belge Prométhée est sortie sur TF1 et elle était aussi disponible sur Salto au mois de décembre 2022. La série relate la découverte d'une jeune fille adolescente retrouvée nue sur une route d'une petite ville et recueillie par une famille qui l'aide non seulement à se souvenir, parce qu'elle est amnésique, de sa vie passée, mais lui permettant ainsi également de vivre une vie d'adolescente tout à fait normale, tout en essayant de l'aider justement à retrouver la mémoire. C'est une série qui se veut à la fois dramatique, fantastique, mais avec un petit côté science-fiction qui vient tout au long de la première saison et qui évolue aussi tout au long des épisodes. À côté de l'aspect policier également qu'on retrouve dans la série, il y a aussi un aspect plutôt tournée vers la connaissance médicale, ou du moins jusqu'où cette dernière est capable d'aller, ou du moins les scientifiques dans ce domaine sont capables d'aller au nom de certaines motivations, de certains buts. C'est le questionnement qui est soulevé notamment à la fin de la série. Si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage à aller la voir, elle est très intéressante et surtout très bouleversante également. Mais le nom Prométhée, le nom de cette jeune fille qui se fait appeler Prométhée, est quelque part aussi un nom qui n'a pas été choisi au hasard. Prométhée est le titan dans la mythologie grecque qui va apporter la connaissance, mais surtout qui va contribuer à la civilisation humaine, la faisant passer d'un état sauvage ou de sauvagerie primitif à un état beaucoup plus civilisé, voire qui va poser les fondements d'un ordre établi. Dans cet épisode, je vous emmène faire la connaissance justement de ce fameux titan Prométhée que l'on connaît sans vraiment connaître, celui qui a fait le choix également de favoriser les humains au détriment des dieux olympiens et qui va le payer très chèrement, notamment Zeus qui va le lui faire payer à plusieurs reprises. Prométhée est le fils de Japet, un titan, fils de Gaïa, rappelez-vous, et d'une océanide, Clymène. Prométhée a également 2 ou 3 frères selon les versions et selon chez qui on va puiser l'information. On va retrouver Atlas, celui qui fut condamné à soutenir la voûte céleste sur ses épaules. C'est notamment cette divinité que vous allez voir soutenant un globe terrestre sur ses épaules. C'est généralement la divinité Atlas qui est représentée. Épiméthée qui est considéré comme celui qui réfléchit après coup, celui qui réfléchit après avoir agi et qui distribue les dons un peu à tort et à travers. Et selon la théogonie d'Hésiode, Ménoétios, qui est envoyé au Tartare par Zeus pour avoir lutté contre les Olympiens, donc aux côtés de Cronos. En effet, Prométhée n'est pas présent dans les récits homériques dans un premier temps, mais c'est chez Hésiode qu'on va trouver le plus d'informations le concernant, et bien plus tard, d'autres auteurs vont le mentionner, on va retrouver Pentare et on va en retrouver d'autres, mais c'est principalement encore une fois chez Hésiode qu'on va trouver quelques informations concernant Prométhée. Au moment de la titanomachie, donc cet affrontement entre les titans et les Olympiens, dans un premier temps, Prométhée fait le choix de ne pas s'en mêler, il préfère rester neutre, mais ayant parfaitement conscience de l'affrontement, ou du moins de l'issue de l'affrontement, il décide de combattre aux côtés des Olympiens afin que la victoire soit beaucoup plus rapide et beaucoup plus proche. Sa grande sagesse lui attire les faveurs d'Athéna, la fille préférée de Zeus, qui en fait son favori. Elle fait de lui en fait un peu son assistant, son ami d'une certaine manière. Prométhée alors l'assiste dans des travaux d'artisanat et la déesse lui enseigne un certain nombre de choses. Elle va lui enseigner tout ce qui est autour de l'architecture, l'astronomie, les mathématiques ou encore la médecine et bien d'autres arts que ce dernier va s'empresser d'apprendre également aux humains. Prométhée a également une épouse et c'est ce qui est peut-être le moins connu sur lui, Pronoia, qui est selon les versions, alors ça va dépendre de chez qui on va prendre l'information, encore une fois toujours pareil, qui est considérée soit comme une océanide, fille d'Océan et de Thétis, soit comme une Néréide, fille de Nérée et de Doris. Donc on peut trouver les 2 versions qui existent. De cette union, Prononia donne naissance à Déocalion qui est
un héros lié alors à la notion de déluge, ou du moins de l'idée qu'on se fait du déluge, et ça va être un personnage, ou du moins une inspiration de ce personnage qu'on va le retrouver le plus souvent dans d'autres mythologies. Parmi elles, on peut citer par exemple tout ce qui est autour de la mythologie biblique, mais c'est cette figure en fait du héros qui va symboliser justement cette idée de déluge, cette idée de rafale d'eau qui va tout balayer. Dans une autre version donnée par Apollonius de Rhodes, Clymène est également considérée comme une épouse de Prométhée, et cette dernière va donner naissance à un enfant qui s'appelle Hélène. Dans la mythologie grecque, Prométhée est considéré comme une espèce de médiateur entre les dieux olympiens et les humains. Mais malgré tout, Prométhée se caractérise par une légère préférence pour les êtres humains. En effet, une certaine tradition tardive veut que Prométhée soit le créateur de l'humanité, que ce soit lui qui ait fabriqué l'humanité à partir d'argile et d'eau, qu'il ait façonné les premiers hommes, et ces petites créations auraient pris vie avec le souffle d'Athéna. Mais cette tradition tardive va petit à petit être mise de côté, pour ne pas dire qu'elle va être balayée au profit de d'autres versions, mais des versions qui placent plus les dieux et les humains sur un même piédestal. Et on va la retrouver principalement chez Pindare, mais on va la retrouver également chez Hésiode, qui veut que les dieux et les humains partagent le même banquet, les mêmes centres d'intérêt, mais le problème c'est que les humains se bagarrent tout le temps, alors que les dieux veulent symboliser justement une espèce d'ordre établi, ou une espèce de hiérarchie de puissance. Toutefois, malgré la confiance que Zeus a en Prométhée, et c'est une confiance qui est plus ou moins demi-teinte, le Titan va choisir à plusieurs reprises les humains, notamment en faisant preuve de ruse à 2 reprises. Avec l'histoire du bœuf sacrificiel, donc il va substituer un bœuf au profit des humains pour un sacrifice, et avec le feu, ces fameux épisodes du feu, c'est peut-être le mythe qu'on connaît le plus par rapport à Prométhée. En effet, à l'insu de Zeus, Prométhée amène un bœuf à sacrifier aux humains. Et de cet animal qui est sacrifié au nom des divinités de l'Olympe, Prométhée va procéder au partage de l'animal en 2 tas. Le premier constitué des chairs de l'animal, on va dire de tout ce qui est sous la peau, toute cette chair rouge, le sang qui vient de l'animal, et un second tas constitué des os et de la graisse, mais cette graisse brillante, cette graisse appétissante, et des odeurs qui vont en émaner. Le premier tas est destiné normalement aux humains, alors que le second tas, Prométhée va plutôt le destiner aux Olympiens. Le Titan, conscient de sa supercherie et l'ayant fait un peu exprès, invite Zeus justement à cet événement, et Zeus, n'étant pas totalement bête, devine qu'il y a un peu anguille sous roche, et pour faire plaisir au Titan et pour ne pas faire d'histoire, il va choisir, au moment où le Titan va lui demander « choisis lequel des tas tu vous préférez », Zeus va choisir, un peu bon gré mal gré, le second tas, c'est-à-dire le tas où il y a les os et la graisse. Mais le seigneur de l'Olympe, il lui reste en travers de la gorge, il n'est pas très content, et il décide de se venger des humains, notamment en leur supprimant l'usage du feu, ce qui fait que ces derniers sont obligés de consommer la viande crue et le sang avec, les condamnant d'une certaine manière à une vie brève. Cette action marque une rupture d'une certaine manière entre les immortels, qui avaient considéré jusqu'à présent les humains un peu comme leur égal, mais sans trop non plus exagérer, et les humains qui sont condamnés à une vie brève, à la vieillesse, à la mort, donc qui sont relégués presque au bas de l'échelle par rapport aux immortels. Face à la confiscation du feu par Zeus, Prométhée parvient à substituer le feu du ciel et à l'enfermer dans une férule, et il l'offre aux humains afin que ces derniers puissent consommer la viande cuite, qu'ils puissent la cuire, qu'ils puissent la cuisiner, et ainsi pouvoir manger la viande de façon beaucoup plus sainement d'une certaine manière. Zeus, étant furieux comme c'est pas permis par cet affront, va opérer une vengeance en 2 temps. Premièrement, il va demander à Héphaïstos de sculpter ce que l'on peut considérer, ce que la mythologie grecque va présenter et considérer comme étant la première femme, c'est-à-dire Pandore. Je fais le choix de ne pas m'attarder sur Pandore dans cet épisode. Il y aura plus tard un épisode consacré à Pandore et
l'image, toutes les représentations qui ont autour, mais sachez que Pandore est plus ou moins lié à Prométhée d'une certaine façon. Et quant à Prométhée, ce dernier va faire aussi l'objet des foudres de Zeus, parce que sinon c'est pas marrant. Il va être tout simplement condamné à être enchaîné à un rocher dans le Caucase, dans la région du Caucase, et à avoir son foie se faire dévorer par un aigle géant. Et pour prolonger le calvaire encore plus, son foie se régénérant chaque fois que celui-ci est abîmé, l'aigle va encore une fois repiquer dedans afin de prolonger les supplices du pauvre Titan. Le Titan est quand même libéré, mais il est libéré bien plus tard, et cette fois-ci par Hercule, qui, quand il va se diriger vers son énième travaux au jardin des Hespérides, va le libérer, premièrement en tuant l'aigle qui faisait souffrir Prométhée, et deuxièmement en libérant le Titan. Donc, ce qu'il faut comprendre un peu du mythe de Prométhée, c'est que c'est un peu la base du mythe fondateur d'une certaine manière de l'humanité, ou du moins d'un commencement du passage entre la civilisation et le monde sauvage. On va voir dans la partie qui vient comment cela se traduit justement, mais le mythe de Prométhée, bien connu et mal connu dans un certain sens, car on le relie pas forcément à Pandore parce qu'on se doute pas que Pandore fait partie justement du mythe de Prométhée. Et quand on regarde, je fais un petit aparté en dehors du mythe, mais ça peut être intéressant de le souligner. Et quand on regarde la série Prométhée qui est passée justement sur TF1, le fait qu'ils aient choisi une actrice femme pour incarner justement le personnage Prométhée n'est peut-être pas un hasard non plus, puisque Pandore est lié d'une certaine façon à Prométhée. Est-ce qu'on peut pas voir le lien entre Pandore, qui a été créé justement parce que Prométhée a favorisé les humains, et le prénom Prométhée qui a été donné à ce personnage pour faire un lien un peu entre les deux mythes. Ça pourrait être intéressant justement d'y voir un certain parallèle entre les deux qui pourrait facilement être possible. Mais par rapport au mythe, c'est un mythe en fait qui suscite en fait toute une interprétation surtout autour de la civilisation des humains et surtout du passage du monde sauvage au monde civilisé. Les mythes de Prométhée mettent en avant les premières bases d'un ordre établi, tant dans la pratique du culte que de la vie quotidienne. En effet, le partage du bœuf illustre la pratique du sacrifice animal dans le culte grec. Dans cette pratique religieuse, en effet, 2 tas de viande sont alors effectués, comme nous l'avons vu dans le mythe de Prométhée, et c'était le cas dans la vie réelle pour les Grecs. Le premier tas était la viande bien sûr issue de l'animal qui était cuite avec des aromates et ce genre de choses qui étaient parfumées et destinées aux humains. Donc l'animal était divisé en plusieurs morceaux et chaque personne pouvait prendre les morceaux dont il avait envie. Et il y avait le tas où il y avait tout ce qui était les graisses et les os, bien entendu aromatisés, tout ça. Et c'était de ce tas-là dont devaient se nourrir ou devaient apprécier les dieux selon la croyance grecque. Donc le mythe de Prométhée met en avant justement cette pratique du culte qui était une pratique réelle dans les cultes grecs et qui justement fait que Prométhée est quelque part l'initiateur justement de cette pratique du culte chez les Grecs. Le feu dans ce rituel est utilisé pour faire cuire la viande et cette cuisson de la viande marque une forme de passage entre le monde sauvage, bestial et primitif que représentait justement la viande crue, car je rappelle, nous l'avions déjà abordé quand j'avais abordé le cannibalisme, mais je vais le rappeler rapidement, l'usage de viande crue, le fait de manger de la chair crue était considéré un peu comme une forme de primitivité, de bestialité, et le fait d'utiliser le feu pour cuire justement cette fameuse viande est le symbole en fait d'un passage entre un monde primitif vers un monde civilisé, vers un monde on va dire qui évolue, et qui évolue dans ses rites, dans ses us et dans ses coutumes. Par ailleurs, cela marque également une forme de distance entre les dieux, comme nous l'avons vu dans le mythe, mais également les êtres humains. Là où les dieux sont des êtres supérieurs, d'une certaine manière, immortels d'une autre façon, même si nous avons vu dans de précédents podcasts que certaines divinités ont été amenées à mourir, on peut citer Asclépios par exemple, les humains, eux, sont plutôt condamnés dans ce cas-là à une forme plutôt de vie courte, à la maladie, à la vieillesse ou à ce genre de choses. Donc ça marque aussi quelque part le mythe de Prométhée, même dans sa généralité, montre un peu cet écart entre ce qu'on va appeler une catégorie de divin et une catégorie mortelle.
Dans certains cas, le feu a une autre signification également que la signification liée à la cuisine ou à la cuisson. Quelque part, il est le symbole de la connaissance au sens où ça va être une connaissance technique, une connaissance au niveau du savoir, bref, la connaissance plutôt au sens large du terme. Et c'est encore une fois cette forme de passage entre le monde de la bestialité et le monde civilisé. Le monde de bestialité est un monde qu'on va considérer un peu comme un monde presque arriéré, ignorant, alors que le monde civilisé que va représenter le feu va être le monde plus où on va apprendre des choses, où on va se perfectionner, où on va mettre en place des technologies. Alors je parle technologie pour l'époque, hein, qu'on se l'entende bien, mais il va avoir également un peu cette connotation qui est liée à la connaissance. Il peut également avoir un lien avec la renaissance des êtres. Nous l'avions vu pour le cannibalisme dans certains mythes, notamment par rapport à Déméter, et symbolisé aussi quelque part par le phénix. Le feu va avoir cette symbolique, bon, d'une part autour du rite initiatique, mais je vais pas me répéter, je vous encourage à aller voir mon podcast sur le cannibalisme dans la mythologie grecque pour mieux comprendre cette idée autour du rite initiatique. Mais justement, il va marquer ce passage entre l'enfance et l'âge adulte, mais si on le traduit peut-être plus dans le cadre du mythe de Prométhée, ça va être plus du monde bestial que va symboliser l'enfance vers un monde plus civilisé que va symboliser l'âge adulte. Donc il va y avoir toute une symbolique autour du feu qui n'est pas négligeable en soi. On peut donc voir dans ce cas-là, on peut donc se dire que le feu prend dans ce cas-ci des formes variables. Outre celui lié à la cuisine, lié à la cuisson des aliments, il a une fonction variable dans le cadre de la civilisation de l'humanité. Dans ce cas-ci, on peut dire alors que Prométhée est une sorte un peu de médiateur si on se réfère aux auteurs, notamment de l'époque classique, ou même chez Hésiode, on peut voir dans Prométhée une espèce de médiateur entre les dieux et les humains, mais nous l'avons vu, celui-ci a choisi de favoriser les humains, car non seulement il apporte le feu dans ce cas-là par rapport à la cuisson, par rapport au fait de cuire la viande, mais comme je viens de vous l'expliquer, le feu a d'autres significations également, mais il apporte également d'une certaine manière un savoir que Athéna lui a transmis, le savoir notamment autour de la médecine, autour de la navigation, autour de l'architecture. Donc Prométhée est à la fois celui qui va civiliser quelque part l'humanité, mais c'est celui qui va également l'éduquer. On peut voir un peu Prométhée comme une espèce de professeur pour l'humanité. Il va leur apporter en fait tout ce qu'il faut savoir sur comment pratiquer certains arts, comment créer une certaine technique, certaines technologies afin que l'humanité se développe, et cela contribue encore une fois à cette civilisation de l'humanité par rapport à ce qu'elle était avant. Nous l'avions vu, cette espèce un peu d'écart entre le monde bestial que représentent justement certaines pratiques antérieures à tout ça, au monde civilisé, qui est un monde qui se veut avec un ordre établi, avec des codes, avec une hiérarchie sociale, avec tout un tas de choses. Donc, on voit quand même que le mythe de Prométhée, mais nous l'avions vu dans d'autres mythes également, mais le mythe de Prométhée peut être plus significatif justement de cette idée de passage à un ordre bestial vers un ordre établi qui est symbolisé, bon, d'une part par le feu, d'une part par cette idée de transmission des savoirs. C'est ce qui fait que Prométhée est quelque part le civilisateur de l'humanité. Je tiens à bien souligner cet aspect parce que certains écoles, on va dire, penchent pour, au contraire, voir en Prométhée plutôt une créature aux antipodes justement de l'humanité, probablement due au fait que Prométhée est un titan, et le titan est justement cette créature qui représente quelque part la bestialité. Les divinités chroniennes ne sont pas forcément très appréciées, mais Prométhée est un peu l'exception dans la mythologie grecque, l'exception entre le fait que certes c'est un titan, certes il a par rapport à d'autres ce côté un peu bestial, normalement par sa nature, ce côté sauvage, mais c'est un titan qui va se caractériser, nous l'avons vu dans le mythe, c'est un titan qui va se caractériser
par une forme de sagesse. Rappelez-vous, nous avions abordé déjà ce cas un peu ambigu avec Chiron. Chiron vit au milieu des centaures qui sont considérés comme des créatures barbares, presque violentes, et lui va être un peu l'exception à la règle par sa sagesse, par sa connaissance, et bien Prométhée c'est un petit peu la même chose. À la différence que Chiron va être mieux considéré par les dieux olympiens que Prométhée. Prométhée va être puni sévèrement par Zeus parce que Prométhée va, et nous l'avons vu dans le mythe, va à l'encontre justement de l'ordre établi par Zeus, par les divinités, en voulant faire progresser justement l'humanité, en voulant lui apporter de quoi, on va dire, la sortir de cet état de bestialité, et il a été puni pour ça. Ça, c'est selon le mythe. Mais en réalité, on peut y voir comme une espèce un peu de... quand l'ordre établi est bouleversé, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Et ceux qui bouleversent l'ordre établi, ceux qui ne sont pas dans le rang, sont amenés à être punis, sont amenés à être sanctionnés pour ne pas justement rentrer dans ce cadre. Donc le mythe de Prométhée est un mythe à la fois civilisateur parce que c'est un titan, parce que par sa proximité avec les humains, il a voulu faire évoluer l'humanité, et c'est un mythe à la fois qui renvoie à ce passage entre la bestialité qui peut être caractérisée par la nature même de Prométhée, vers un monde civilisé par lequel Prométhée se traduit par sa sagesse, par sa connaissance des arts. Donc on peut voir en Prométhée une forme un peu de personnage ambigu, encore un bien entendu, de la mythologie grecque. En conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que le titan Prométhée s'affiche bien évidemment comme un médiateur entre l'humanité et les dieux de façon volontaire ou involontaire. Nous avons vu dans son mythe les nombreuses façons qu'il a contribué à civiliser, entre guillemets, les humains, mais aussi le rôle qu'il a joué justement dans cette civilisation, dans ce rôle de civilisateur qu'il a eu au sein de cette dernière. Si on regarde bien les interprétations que beaucoup vont faire tout au long des siècles, et surtout les écrivains, les auteurs grecs qui vont traiter de Prométhée, certains vont bien souligner le côté médiateur de ce dernier, vont bien montrer que Prométhée a voulu civiliser l'humanité, la sortir de cet état sauvage, la sortir justement de cette fameuse primitivité qui l'a caractérisée, et nous l'avons vu quand nous avions abordé le cannibalisme dans la mythologie grecque. C'est ce fameux état de primitivité qui faisait que les humains étaient plus ou moins inférieurs aux dieux. Certes, ils côtoyaient les dieux de près, mais on voit que Prométhée a voulu quand même apporter aux humains une espèce d'ordre établi, une espèce de fondement en fait de la civilisation grecque. C'est du moins ce que les auteurs soulignent, c'est du moins ce que les travaux également sur le mythe de Prométhée, mais d'une façon générale de l'idée de civilisation dans la mythologie grecque a apporté. C'est aussi un titan qui a fait le choix de favoriser des humains, donc des mortels, au détriment des dieux ou des titans lui-même. Prométhée est à la fois lié aux humains et lié aux dieux par sa condition de titan, donc par son lien avec Gaïa. Japet est, je rappelle, un des fils de Gaïa, donc il est le petit-fils entre guillemets de la déesse de la terre, de la déesse d'où vient toute chose, et il est le protégé d'Athéna par sa grande sagesse, donc ce n'est pas pour rien, et il est le médiateur en fait de Zeus avec les humains, rôle que Hermès va remplir par rapport aux dieux. Il a une espèce de facette multiple qu'on lui connaît peu, mais on le connaît surtout pour celui qui a apporté le feu. Nous l'avons vu, la symbolique du feu n'est pas anodine. Le feu est l'élément qui permet de faire cuire la viande, donc de passer de l'état primitif où on mangeait de la viande crue à de la viande cuite, donc une forme d'évolution, mais également il y a le feu de la connaissance. Le feu est aussi le symbole de la connaissance, nous l'avons vu, c'est le symbole qui fait que l'être humain finit par s'instruire, finit par réfléchir par lui-même, et c'est aussi pour cela que on associe le feu de Prométhée avec le feu de la connaissance. Si on se penche vers la série Prométhée, par exemple, que j'ai évoquée en introduction, la série Prométhée pose
d'une certaine manière un questionnement autour de la connaissance, mais surtout de la connaissance médicale, de la génétique et de bien autres, qui fait que jusqu'où nous pouvons pousser cette connaissance et jusqu'où nous sommes-nous prêts à aller pour l'acquérir. Et les chercheurs qui travaillent justement sur cette idée de connaissance, sur l'apport des connaissances que nous connaissons, jusqu'où nous sommes prêts à aller. Est-ce que nous serons prêts à aller vers des atrocités? Ça c'est déjà vu, les expériences au travers des siècles nous le montrent, qu'au nom d'une certaine forme de connaissance, nous sommes prêts à franchir certaines limites, mais est-ce que nous serions prêts à franchir des limites plus limites que ce que nous connaissons déjà? C'est un questionnement que la série pose justement en fin de série. Je vous encourage à aller la voir pour que vous puissiez comprendre également ce que je veux vous expliquer. Et justement, l'idée du feu et de la connaissance n'est pas forcément bête dans ce sens-là, parce que le nom Prométhée renvoie à ce titan qui a apporté la connaissance aux hommes, la civilisation, et le nom de cette jeune fille Prométhée pose aussi le questionnement de pourquoi ce nom Prométhée, quand on sait à quoi ça peut faire référence, mais quand on voit la série évoluer, on voit que Prométhée est une espèce d'apport de la connaissance, mais d'une autre manière, presque une métaphore de la connaissance, où jusqu'où on est prêt à aller pour une forme de connaissance. Donc il y a toute une symbolique qu'on pourrait dégager, même si ce n'est pas forcément visible au premier coup d'œil, mais c'est un questionnement que moi-même je me suis posé en regardant cette série, que j'ai beaucoup apprécié, soit dit en passant. Vous avez Odile Vuillemin qui joue très très bien dans cette série, quoi qu'on en pense. Vous avez beaucoup d'acteurs connus, mais c'est vrai que c'est une série qui pourrait amener à soulever certains questionnements autour justement de jusqu'où l'être humain serait prêt à aller pour acquérir encore plus de connaissances. Le feu également, nous l'avons vu, est un synonyme également de renouveau, de renaissance. Donc il y a toute une symbolique autour du feu, il y a toute une symbolique qui n'est pas nouvelle en fait. Le feu, c'est la régénérescence, c'est un renouveau, c'est également aussi associé à la connaissance, ça je l'ai dit, c'est aussi associé à tout ce qui est au l'ordre de la cuisine, tout un tas de symboliques autour du feu, à la fois dans le côté ordre établi, mais aussi dans le côté désordre. Le feu est un élément qui pourrait être assez ambigu par rapport à ça. Et c'est justement par rapport à cela qu'il faut bien avoir en tête tout le symbolisme autour de Prométhée, et surtout le choix que les créateurs de cette série ont fait, de façon volontaire ou pas. Prométhée a suscité beaucoup de fantasmes, que ce soit à l'époque antique et même à l'époque contemporaine, avec Shelley, avec tout ça. Donc c'est vrai que Prométhée est une figure qui est présente et que l'on connaît. Quand on regarde un peu la culture populaire, alors moi, du souvenir de culture populaire que j'ai, c'est dans la série animée Hercule, où justement, et c'est là que les scénaristes de Disney ont bien respecté d'une certaine manière le mythe de Hercule, c'est que Hercule, dans la série, est un jeune adolescent maladroit. Quand il fait la connaissance de Prométhée, et bien tout simplement, non seulement il va se débarrasser du faucon qui lui mangeait le foie, mais il va le libérer. Et dans le mythe de Prométhée lui-même, Héraclès, dans ses travaux, notamment avec celui du jardin des Hespérides, va faire qu'il va libérer Prométhée et il va se débarrasser du rapace justement qui lui dévorait le foie, Amida Aeternam. Donc il y a une reprise du mythe dans la série animée Hercule, mais c'est vrai que Prométhée, on l'associe à cette idée de feu. On le voit dans les peintures et tout ça. C'est vraiment le titan qu'on associe à cette idée de feu. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura peut-être poussé à aller voir justement sur Salto, ou quand elle sera rediffusée, la série Prométhée sur TF1, sur MyTF1, je crois qu'elle est disponible, il faut vérifier, mais sur Salto c'est sûr, que ça vous aura peut-être poussé à aller voir, peut-être, et peut-être aussi à vous interroger, justement. Alors comme je dis, les interrogations viennent plutôt à la fin de la série, mais quelque part peut-être ça pourrait vous pousser à vous interroger sur la nature justement de Prométhée dans cette série, et enfin de la jeune fille, et justement quel est son but. Peut-être vous inciter à aller voir cette série, ou par la curiosité pourquoi ils ont choisi ce nom-là.
et que le mythe de Prométhée peut-être vous aura appris des choses que vous ne connaissiez pas sur justement ce titan. Bref, j'espère que ce petit tour d'horizon sur le titan Prométhée vous aura intéressé, vous aura plu, vous aura appris des choses, aura peut-être piqué votre curiosité à aller consulter des ouvrages, des romans sur justement le titan Prométhée, à faire des comparatifs. J'espère en tout cas que cela vous aura titillé votre curiosité. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et d'ici là, prenez bien soin de vous.